Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Commission électorale nationale indépendante divisée au Burundi. 2 de ses membres ont annoncé leur défection. Il appartient désormais au Parlement de désigner leur remplaçant. La visite de Michel Kafondo en France se poursuit. Le président de la transition du Burkina Faso s'est rendu au siège de la francophonie ce mardi où il s'est entretenu avec la secrétaire générale de l'institution, Michaël Jean. Et puis le Sénégal face au changement climatique, une marche pour une réelle implication de tous pour lutter contre le changement climatique a été organisée le 31 mai dernier à Dakar, la capitale. Mais avant de développer ces titres, confusion autour du processus électoral au Burundi. La tenue des élections générales censées débuter ce 5 juin reste compromise en raison de manifestations quasi quotidiennes qui secouent la capitale Bujumbura. La Commission électorale nationale indépendante a redonné ce mardi la responsabilité de la décision d'un report à la présidence. Rappelons que les chefs d'État de l'Afrique de l'Est réunis en sommet à Dar es Salaam en Tanzanie dimanche avaient demandé un délai supplémentaire d'au moins 1 mois et demi. Et c'est dans ce contexte que 2 membres de la CENI, et non des moindres, ont jeté l'éponge en moins d'1 semaine. Des défections qui reposent la question de la crédibilité des futures élections. Les précisions d'Arwa Barkala. Ils ne sont plus que 3 sur 5 à siéger à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante du Burundi. Spes Caritas Ndirunkeye, vice-présidente de la CENI, et Illuminata Dabangamiye ont fait part de leur démission au président de la Commission. Faisant acte de leur décision, les 2 femmes ont décidé de s'exiler au Rwanda, révélant dans 2 lettres envoyées au président Pierre Nkurunziza la pression dont elles auraient fait l'objet depuis le début de la crise. Un nouveau coup de théâtre dans la vie politique du Burundi, alors que le pays s'apprête à voter pour les élections communales et législatives le 5 juin prochain. Briguer le 3e mandat signifie quoi? Signifie piétiner sur la Constitution, piétiner sur les accords d'Arusha. Alors à ce moment, si vous piétinez sur les lois burundaises, c'est-à-dire que là aussi vous piétinez sur les droits de l'homme. Alors nous sommes là pour défendre ces lois, défendre la Constitution, défendre les accords d'Arusha pour que les droits de la personne humaine, pour que les droits des Burundais quand même soient respectés. À l'instar des 2 anciennes membres de la CENI du Burundi, de plus en plus de Burundais fuient leur pays. Ils sont plus de 50 000 Burundais à s'être réfugiés en République démocratique du Congo, en Tanzanie et au Rwanda. Le pays, aux 1000 collines, accueille depuis le 31 mars dernier environ 25 000 réfugiés burundais. Une situation qui alarme la communauté internationale et les ONG, d'autant que le Parlement doit désigner avant le vendredi 5 juin 2 nouveaux membres de la Commission. L'idée du report des élections se fait de plus en plus pressant. Si le président de la République a mis en garde toute personne qui tentera de faire un coup d'État, c'est normal et même nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous ne sommes pas pour les coups d'État parce que les coups d'État sont contre la démocratie, c'est contre même les droits de la personne humaine, alors que nous sommes là pour la démocratie, pour les droits de la personne humaine. En attendant un éventuel report des élections du 5 juin, exigé par la communauté internationale, les opposants à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza ont de nouveau défié la police ce mardi à Bujumbura. Depuis le début de ce bras de fer entre manifestants et le pouvoir, le pays tourne au ralenti. Les petits commerçants peinent à ouvrir, de peur d'être les victimes collatérales des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, et les écoles n'ont toujours pas réouvert. Première visite à l'étranger pour le président Muhammadu Buhari et c'est aux voisins du Nord qu'elle a été réservée. Le nouveau chef d'État du Nigeria se rend ce mercredi à Niamey au Niger pour une visite officielle. Quels en sont les enjeux? Élément de réponse avec Samuel Ngembok, notre éditorialiste. La première visite de Buhari à l'étranger, notamment au Niger, est la parfaite démonstration qu'il a hâte de mettre en œuvre les directives qu'il a définies à l'adresse de la lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Je crois qu'il a tout intérêt à se rendre à Niamey pour s'enquérir du fond du dossier, de voir la coopération bilatérale entre le Niger et le Nigeria dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, de savoir comment il peut renforcer cette collaboration, cette coopération bilatérale entre les différentes forces de sécurité et de défense, mais surtout de pouvoir implémenter la doctrine qu'il veut, lui, apporter dans le cadre de cette lutte. Il veut
marqué de sa présence dans le cadre de cette lutte-là. Il fait ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique une diplomatie de présence présidentielle. Donc il veut prendre pleinement part aux négociations, il veut comprendre les différents obstacles auxquels la coalition régionale fait face dans le cadre de la lutte contre Boko Haram afin d'y apporter des propositions concrètes. Michel Kafando, président de la transition au Burkina Faso, poursuit son séjour parisien. Au programme ce mardi, une audience avec la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean. Il doit ensuite rencontrer les membres de la communauté burkinabé en France. Les précisions de Lise Elzi Akizimana et de Atman Mernissi. Michel Kafando, le président de la transition du Burkina Faso, a apposé ce mardi sa signature dans le livre d'or de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. C'était après sa rencontre avec la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean. L'objectif de la visite, remercier l'OIF pour avoir soutenu la transition au Burkina Faso, et ainsi renforcer leur coopération. Lors de cette première visite en France, le président de la transition rencontre également ce mercredi la communauté burkinabé vivant en France. Je vais faire un peu l'économie de ce que nous avons entrepris depuis novembre 2014 et leur faire comprendre un peu les défis auxquels la transition est confrontée et naturellement demander aussi qu'ils s'expriment, qu'ils puissent nous faire partager, si vous voulez, leurs conseils, les recommandations. Des recommandations qui vont être prises en compte dans le processus électoral en cours au Burkina Faso. Le pays se prépare en effet pour les élections présidentielles et législatives prévues le 11 octobre 2015 et celles des municipales le 31 janvier 2016. C'est de pouvoir aller naturellement vers des élections apaisées, mais c'est aussi de pouvoir réconcilier les Burkinabés dans leur diversité et également dans leurs différentes composantes, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que sans une véritable cohésion sociale, mais sans aussi l'aboutissement d'élections libres et transparentes qui marquera la fin de cette transition, on ne fait que reporter peut-être des problèmes à plus tard. Donc c'est important pour nous de nous associer à ce qui se passe au Burkina et de lui apporter tout notre soutien, même si on est à l'extérieur. Le président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, est au pouvoir depuis novembre 2014, après une insurrection populaire qui a entraîné la chute de Blaise Compaoré. Il a entamé sa visite de travail en France le 31 mai et se clôturera dimanche 7 juin. Les populations dakaroises marquent leur intérêt pour la préservation de l'environnement au Sénégal. C'était le 31 mai 2015 à travers une marche organisée dans la capitale. Les participants ont dénoncé la consommation des énergies fossiles et l'action de l'homme sur l'environnement. Explication avec Idelette Bissou. Les changements climatiques, une préoccupation nationale au Sénégal. Les activités humaines liées à l'émission de gaz à effet de serre ont largement contribué à dégrader l'environnement ces dernières années. Les zones côtières du Sénégal sont parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique. À Dakar, les populations ont marché pour faire part de leurs inquiétudes face au réchauffement climatique. Normalement, on voit que le changement climatique, on ne peut plus l'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Seulement ici, dans la région de Dakar, on a 2 millions de personnes qui sont affectées par cette question-là des inondations. Même si notre responsabilité est limitée, nous voulons maintenir intacts nos objectifs quantitatifs et qualitatifs de croissance et de développement, tout en conservant à améliorer notre cadre de vie. Entre 2000 et 2012, les dommages et pertes économiques dus au changement climatique au Sénégal ont été chiffrés à 200 milliards de dollars par an. Le secteur privé a perdu 130 milliards de dollars, alors que l'Afrique produit moins de 4% des gaz polluants dans le monde. La consommation des énergies fossiles est devenue pour les écologistes un poison pour l'environnement. Pourtant, l'accès aux énergies vertes demande des infrastructures adaptées. Aujourd'hui, 70% de la population africaine n'a pas accès à l'énergie, alors que le potentiel énergétique est là. On a le soleil, on a le vent, on a l'hydroélectricité. Donc pour nous, il faut un mouvement en faveur des énergies renouvelables, mais également dire non aux énergies fossiles qui augmentent la pollution, qui plombent nos économies. C'était également pour dire que l'Afrique demande la justice climatique.
Sécheresse, inondations, hausse du niveau de la mer, le tableau est inquiétant pour le Sénégal en particulier et le monde en général. Il devient donc urgent, selon les écologistes, de gérer les ressources énergétiques tout en préservant l'environnement pour les générations futures. Du sport, à présent, Sepp Blatter jette l'éponge. Le président de la Fédération internationale de football a annoncé ce mardi 2 juin sa démission à la suite des nombreux scandales financiers et de corruption qui éclaboussent l'institution. Il souhaite la tenue dans les plus brefs délais d'un congrès extraordinaire pour élire son successeur. Mais d'ici là, il conserve toutes ses compétences. On écoute l'analyse de notre éditorialiste Joseph-Antoine Bell. J'étais rendu compte que Blatter ne pouvait plus rester longtemps à son poste dans la mesure où, vous le savez, il y a eu cette révélation du New York Times qui disait que Valk, qui est secrétaire général et bras droit de Walker, de Blatter, était directement impliqué dans le transfert de 10 millions de dollars dont on parlait déjà avant. Ça voulait dire que l'enquête en savait beaucoup plus que ce qu'elle avait laissé transparaître jusque-là. Et que surtout, dans ce beaucoup plus, désormais, Blatter était directement concerné, parce qu'auparavant, on lui demandait de démissionner alors que c'était d'autres élus qui étaient impliqués. Mais là, à partir du moment où son secrétaire général, parce que dans cette organisation-là, le secrétaire général n'est pas un élu, le secrétaire général est engagé par le comité exécutif, mais surtout choisi par le président. Donc, ça veut dire que c'est l'homme du président. S'il est fautif, c'est le président qui est fautif. Et je pense que ça voulait dire, Blatter l'a bien compris, que les enquêteurs en savaient beaucoup plus et en avaient beaucoup plus sur lui. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.